Très heureux de te recevoir une nouvelle fois, Nicolas. Comme toujours, merci pour ton temps. Aujourd'hui, on va revenir sur ton activité, à savoir Benoît Saint-Denis à l'UFC 315, les nombreux combats à l'ARES de vendredi dernier et Nassourdine qui est officiellement en backup de Dricus du Plessis contre Chimaev. Tout ça juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Dans ton interview avec John, tu dis que plusieurs noms vous ont été proposés par l'UFC pour Benoît Saint-Denis avec le remplacement de Joel Alvarez. Quels sont les critères que vous avez pris en considération pour votre choix vers Prepolec? Je dirais qu'il y avait 3 critères. Il y avait le premier critère qui était de respecter la date de combat. Donc voilà, combattre à l'UFC à Montréal, l'UFC 315, si je ne me trompe pas, à Montréal. Le deuxième critère, c'était d'avoir un adversaire de valeur, de niveau. Comme je l'ai répété dans plusieurs interviews, on nous avait aussi proposé des prospects. Mais il faut faire attention, le palmarès ne reflète pas forcément le niveau, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Parfois, on a des palmarès qui sont un peu moins impressionnants, mais avec des adversaires qui sont très solides. Et parfois, on a des palmarès qui sont impressionnants, mais qui sont un peu construits. Et c'était le cas, par exemple, du prospect qu'on nous avait proposé, sans lui manquer de respect. Voilà, le palmarès n'était pas aussi étoffé que celui de Propelec. Et donc, c'était le deuxième critère. Et puis après, le troisième critère, et là, c'était plus mon critère que celui de Benoît, c'était vraiment de conserver une continuité entre ce qu'on avait travaillé et le combat qu'on nous proposait. C'est-à-dire que je voulais globalement plutôt un striker, puisqu'on s'était préparé à affronter un striker, qu'un grappleur. Parce que la préparation contre un striker, en termes de système énergétique, en termes de volume de lutte, en termes d'échange de lutte défensive notamment, en termes de scramble, c'est vraiment différent que le travail avec un striker sur lequel on va typiquement striker, l'amener au sol et puis ensuite le conserver au sol. Ouais. Si on travaille avec un grappleur, il va falloir défendre, il va falloir être capable de faire du scramble, gagner les positions sur le scramble. C'est vraiment une autre façon de gérer son énergie. Et donc, je ne voulais pas un match qui soit totalement différent, surtout à quelques jours de l'événement. Et sur un retour après 2 défaites. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi le cadre, un retour très attendu après 2 défaites. Ouais, et justement, donc là, on est même pas sur un short notice, on est sur un super short notice. Quelle place prend la stratégie? Est-ce qu'il s'agit juste d'une discussion à l'approche où vous avez pu driller certains aspects techniques en amont? On a vu une super vidéo qui a été faite par La Sueur avec du parallèle entre ce que vous aviez bossé et ce qui s'est produit dans le combat. J'imagine qu'il y avait déjà une part de ça qui émanait de votre préparation pour Alvarez, mais est-ce qu'il y a eu des légers ajustements qui ont pu faire une plus grosse différence pendant le combat? Ouais, en fait, bon, il y avait des similitudes et puis il y avait des points qui étaient différents. Les similitudes, c'est que c'était 2 strikers. Les points différents, c'est qu'il y en a un qui est très grand, l'autre qui est normal, quoi, qui me semble 1m78, si je ne me trompe pas. Donc, un qui était droitier, l'autre qui est gaucher. Et puis, quand même, ce qui était intéressant, c'est que Prepolec, il avait aussi un sol qui était assez basé sur le triangle, le juji, ce qui était le cas d'Alvarez. Alvarez, il avait en plus un côté très dangereux sur la guillotine. Ouais. Prepolec, il l'avait moins. Mais par contre, Prepolec, il avait une attitude à la défense de lutte qui était plus importante que celle d'Alvarez, qui globalement ne défend pas la lutte et choisit soit du côté droit d'attaquer avec son coup de genou, soit du côté gauche d'attaquer avec sa guillotine. Et donc, on a regardé beaucoup de vidéos, d'ailleurs très intéressant parce que moi, j'ai regardé de mon côté, j'ai regardé avec l'équipe, mais j'ai aussi regardé avec Benoît. Et c'est toujours, c'est vraiment quelque chose que je veux pérenniser dans mes camps d'entraînement. Regarder avec le combattant, c'est toujours très intéressant parce que le combattant va voir des choses que le coach ne va pas forcément voir de par les précédents adversaires qu'il a affrontés, de par son style, de par son expérience du combat. Et donc, ouais, Benoît a vu des choses que je n'avais pas forcément vues, en tout cas sur lesquelles je n'avais pas forcément mis l'accent. Donc, ouais, on a regardé beaucoup de vidéos. Nous, on a eu la proposition le dimanche. Donc, tout le dimanche, on a regardé des vidéos. Le lundi, on a regardé des vidéos. Et ensuite, on s'est entraîné le lundi soir. Donc, le lundi soir, j'ai imité
Prépolec, c'est la vidéo avec la sueur. Non, ça c'est le mardi soir. Le lundi soir, j'ai imité Prépolec, donc en se mettant en gaucher, en essayant d'imiter au maximum. C'était une séance sur laquelle c'était une séance de réglage, mais avec des réglages qui n'étaient pas encore faits. C'est-à-dire que il y avait des intensités, il y avait des attitudes, il y avait plein de choses sur lesquelles on n'était pas forcément encore bien. Et j'aime bien, moi, avoir ces petits rappels, ces petits coups de pression, entre guillemets, avant le combat. Ça permet d'être. Je préfère les avoir avant le combat que dans le combat, c'est ce que je dis souvent. C'est clair. Et donc, ouais, Benoît, quand il est rentré de cette session, tu vois, ça a travaillé un petit peu, tu vois, parce qu'il y avait des trucs qui n'ont pas fonctionné comme il voulait, etc. Et tous les deux, on a réfléchi, lui de son côté, moi de mon côté, avec l'équipe. Et le mardi, donc la session qui a été filmée par la sueur, c'était beaucoup, beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'en termes de focus, en termes d'intensité, en termes de placement sur les takedowns, il y avait un placement spécifique qu'on attendait sur les takedowns, en termes de timing, en termes d'attaque avec le calf, etc., beaucoup plus intéressant. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est de noter, parce que si je peux revenir sur le combat de Prépolec, on a eu beaucoup de gens qui disaient oui, au deuxième round, Benoît il s'est fait toucher en anglaise, c'est inquiétant, etc. La réalité, c'est que sur ces accélérations d'anglaise, Benoît il se fait pas toucher. Et ça, pour moi, c'est un énorme progrès parce qu'il a réussi à incorporer dans son jeu des défenses de boxe. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement où il passe en dessous carrément. Donc il y a un premier mouvement où il décale, il remet le bras arrière, ensuite il passe en dessous et il remet le crochet. Donc il y a des trucs qu'il a travaillé avec Louis, qu'il a réussi à remettre dans le combat et ça, c'était magnifique. Et après, c'est vrai qu'il se fait toucher. Quand il se fait toucher sur le calf. Et en fait, nous, on avait beaucoup travaillé le calf, on le voit dans la vidéo, mais contre un gaucher, ce qui était nouveau parce que pendant tout le camp d'entraînement, nous, on avait travaillé le calf contre un droitier, ce qui n'a rien à voir, c'est pas du tout la même distance, etc. Et donc, dans le premier round, Benoît, il touche super bien sur le calf et tout se met bien en place, il l'amène au sol, il contrôle au sol exactement comme on a travaillé pendant le camp d'entraînement et c'est une application parfaite du game plan. Et quand j'en discute avec les gens de la salle, ils trouvent ça formidable, quoi, parce qu'eux, ils ont vu tout le travail de mise en place. Ouais, Et il y moi, a une impression que ça a été répliqué. ah ouais, c'est vraiment une réplique. Et Benoît, il a vraiment appliqué. Et c'est pour ça que je trouve que les gens sont durs avec lui quand ils disent oui, il n'écoute pas, etc. Le niveau d'application de ce qu'il a fait, c'était très impressionnant. Et après, pour moi, ce qui se passe au deuxième, c'est que le combat commence et il y a un petit peu de hâte, si tu veux. C'est-à-dire que il y a un petit peu de hâte. Benoît, il veut retrouver cette sensation qu'il a eu bien dès le début du premier. Sauf que Prépolec, il se déplace. Sauf que Benoît, il a été sifflé un peu au premier parce qu'il a conservé au sol et donc le public n'est pas content. Donc, tu as Prépolec qui se déplace. Tu as Benoît qui a un peu plus de mal. Du coup, nous, on l'encourage à mettre le calf kick, mais il ne le met pas forcément au bon moment. Du coup, le calf kick, il se fait voir et il se fait contrer sur le calf kick. Il le fait 2-3 fois et c'est les 2-3 contres qu'il prend. En fait, donc, dans l'application de la consigne, il prend un contre. Et du coup, à ce moment-là, il switch. Il y a un peu de hâte qui se crée, il switch. Et là, il se dit, bon, c'est pas grave, je vais faire ce que je sais faire. Il va un peu à la guerre. Il se fait pas toucher en anglaise. Il rentre en lutte, pas forcément de la meilleure des façons parce que c'est un peu du coup téléphoné. Du coup, Prépolec, il défend un peu la lutte. Et ensuite, Benoît, il retouche en anglaise. Il va au clinch, là où il savait, on avait vu, on l'avait travaillé, qu'il allait avoir un avantage à ce niveau-là. Il va au clinch, il fait un travail qui est formidable au clinch. Ouais. Malgré tout, malgré ce travail qui est formidable, moi, j'ai quand même la hantise parce que le clinch, on ne l'a pas travaillé pendant le camp d'entraînement parce que Alvarez, il fait 1m90, va travailler un clinch contre un mec qui fait 1m90, c'est compliqué. C'est plutôt une arme de grand quand même, le clinch. Du coup, on ne l'a pas suffisamment travaillé pour que j'ai pleinement confiance. Benoît, il y va, il envoie un super clinch, mais je lui conseille, je lui recommande quand même de changer de niveau, d'aller chercher la lutte. Il va chercher la lutte et à ce moment-là, il finit avec une de ses spéciales qui est l'étranglement en katagatame, triangle de bras. Et donc quand même, tu vois, il y a quand même bien sûr que c'est pas parfait. Bien sûr qu'il y a des moments où les mains baissent, bien sûr qu'il y a des moments où il a perdu le contrôle du footwork, etc. Mais quand même, quand je regarde le combat, je dis le chemin qu'on a parcouru en un temps qui est super réduit comme ça, bravo. Je suis très content. Maintenant, je sais le chemin qu'on a à parcourir encore pour aller affronter ce qu'on va nous proposer ensuite, c'est-à-dire probablement un top 10.
Euh, et donc, forcément, là, Benoît, il est encore dans une phase un petit peu il a repris des entraînements, mais pas très très dur. La semaine prochaine, il revient à Paris. On va travailler quelques jours ensemble sur Paris. Et il est en train parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que nous, on avait je vais pas dire quelles blessures, mais on avait des blessures à l'approche du fight. On a choisi de conserver, de combattre malgré tout, alors qu'on avait des trucs on aurait pu légitimement annuler le fight. Ouais. On a fait le choix d'être présent et de continuer. Donc, il répare un petit peu les bobos. Et puis ensuite, on va redémarrer un gros training camp pour être présent. J'anticipe un peu tes questions. Du coup, Oui, c'est ce que je suis en train de me dire depuis que tu parles. Je dis, OK, la question ouais, suivante, ouais. c'est couvert. Voilà, comme tu le sais, j'aime bien qu'on discute des inquiétudes. Et donc là, tu as parlé un peu du contraste entre le premier round et le deuxième round et les critiques que vous avez pu avoir. Effectivement, j'aimerais qu'on revienne sur la suite et ton choix idéal. Par contre, il y a un élément sur lequel j'ai envie de rebondir, qui est une question pas du tout préparée, mais quand on parlait, ça m'a tilté. On parle, enfin, c'est un débat assez courant en MMA et dans tous les sports, c'est quelle est l'importance ou est-ce essentiel qu'un coach ait été combattant par le passé? Et le débat a déjà eu lieu et on a de nombreux exemples de coachs très très bons qui n'ont pas spécialement combattu par le passé. Par contre, dans ce cas de figure précis, tu voyages avec Benoît Saint-Denis, il y a un changement d'adversaire, tu dois imiter l'adversaire. Si c'est pas obligatoire d'avoir combattu pour être un bon partenaire d'entraînement, pour pouvoir simuler un adversaire, mais là ça semble essentiel, surtout parce qu'à l'UFC tu peux partir avec des partenaires d'entraînement et tout ça, mais si tu pars au Cage Warriors ou ce genre de choses, généralement en combattant on va juste partir avec son coach. Si ton coach est incapable d'avoir un strict minimum en termes de niveau, ça peut être une situation problématique parce que là, tu sais même pas faire des derniers ajustements en cas de remplacement de dernière minute. Donc là, c'est un argument pour dire un coach a quand même besoin d'être un tout petit peu capable de combattre. Ouais, disons que c'est un plus, c'est un gros bonus d'être capable. Alors, je suis capable aussi parce que c'est Benoît Saint-Denis, parce que c'est un mec de 70 kilos. Ce serait un Assourdini Mavov ou ce serait un Oumar Sy. C'est plus compliqué forcément, mais effectivement, c'est un gros avantage d'être capable de simuler quoi, avec mes armes, pré-Polek, en se mettant en gaucher, en essayant d'imiter un petit peu sa capacité à contrer, sa capacité à défendre, etc. Et il y a des moments où effectivement c'est un gros avantage, même sur des sensations, parce qu'il y a des choses que tu ressens en tant que combattant, ancien combattant. Et ouais, c'est sûr que c'est un gros avantage. Ouais. Alors maintenant, on va parler un peu futur. Tu étais sur le point de l'anticiper. Donc, on va dire que tu as le contrôle ultime. Tu peux définir une date de retour pour Benoît Saint-Denis et tu peux même choisir son adversaire. Quel serait ton choix et pourquoi? Ultime, je dirais, en termes de date, c'est l'UFC Paris, c'est clair. Ok. Parce que je pense que pour nous, c'est important de combattre à l'UFC Paris pour les combattants français. Je pense que pour Benoît, même si, attention, l'UFC Paris, c'est une pression qui est énorme. Mais en termes de planning, c'est-à-dire que quand je me dis qu'on a 3 mois devant nous, et 3 mois, c'est un bon timing pour bien travailler, j'aime bien que mes combattants combattent tous les 3-4 mois. L'UFC Paris, c'est vraiment une bonne date. Donc l'UFC Paris, c'est l'idéal en termes de date. Ensuite, en termes d'adversaire, honnêtement, tout ce qui se situe dans le top 10, top 15, ça peut être intéressant. Là, tu as vu, il y a beaucoup on va pas faire la sourde oreille, il y a beaucoup de discussions autour de Gamrot. Ouais. Je sais que Benoît, c'est un adversaire qu'il veut prendre depuis très longtemps. Ouais. Je sais que c'est quelqu'un qu'on peut relativement facilement préparer ici en France. C'est-à-dire qu'on peut réunir beaucoup de grappleurs de qualité et préparer Gamrot. Donc, c'est un adversaire qu'on peut aller chercher, même si Gamrot, c'est pas du tout un adversaire facile. Et la question que je me pose par rapport à Gamrot, c'est si jamais on se dirige vers ça, c'est à quel point c'est plus intéressant de le prendre en 3 rounds ou en 5 rounds. Parce que j'ai l'impression que Gamrot, ce qui est effrayant avec Gamrot, c'est sa capacité à te pourrir un combat sur 3 rounds avec un cardio qui est quasi illimité et sa capacité à t'amener au sol et donc à gagner / gratter du temps de combat. Alors que sur 5 rounds, je suis pas sûr qu'il soit capable de le faire aussi bien.
mais c'est pas une question que j'ai encore étudiée pour l'instant parce que c'est pas, on n'a pas d'adversaire défini, on n'a même pas de date définie. C'est-à-dire que moi, je me dis que l'UFC voudra de Benoît à Paris, mais en réalité, on n'a pas de date pour l'instant. Ça me semblerait logique parce qu'on commence à avoir beaucoup de noms qui ont une valeur de pay-per-view pour les Français à l'UFC. Donc évidemment, Gane et Nassourdine, on va plutôt les placer sur des pay-per-view. Et en dehors de ça, à Paris, tu as envie d'avoir un gros main event. Au final, il n'y a plus beaucoup d'options qui restent en dehors de Benoît Saint-Denis. Et pour un main event, il faudrait que Benoît regarde vers l'avant plutôt que quelqu'un qui est hors top 15, par exemple. Donc Gamrot semble, surtout en cas de victoire contre Klein, ça semble être une belle opportunité. Et ça semble logique pour l'UFC. Et puis, il y a beaucoup de gens qui vont dire en commentaire, ouais, Gamrot, on lui manque un peu de respect par rapport à l'adversité qu'on lui donne, il regarde tout le temps derrière lui, etc. Au final, chez Ariel Helwani, il a lui-même fait le call-out, donc même en cas de victoire, on sait que ça l'intéresse. Et si le combattant lui-même est ouvert à regarder derrière lui, pourquoi ne pas prendre cette opportunité pour avoir un beau combat principal, ce qui signifie 5 rounds. On va tout doucement transiter entre l'UFC et l'ARES, et avant de parler de l'ARES même, on va parler de cette transition justement. Donc, tu as une Fight Week UFC au Canada. Il y a un décalage d'horaire de 6 heures. Ça fait des gros voyages, ça fait beaucoup d'énergie déployée avec le changement d'adversaire en last minute. Et l'ARES, ce n'est pas le samedi, c'est le vendredi qui suit. Tu as plusieurs athlètes, tu en avais 5 4 qui combattaient. Alors déjà, comment tu as géré la prépa, la fin de la prépa à distance? Et je vais même te demander la méthode pour gérer les voyages, le décalage horaire, parce qu'on oublie ça, mais le combattant doit être en forme. Mais si le coach n'est pas en forme, alors le crédit d'une victoire, ça vient toujours quasi à totalité pour l'athlète, évidemment. Mais il ne faut pas non plus négliger l'importance d'un bon corner. Donc, quelle a été ta méthode pour t'assurer d'être en forme optimale le soir de l'ARES? Je vais pas te mentir, je vais te parler français tout de suite. C'était dur. Et c'était dur de deux façons. Déjà, il y avait pas 6 heures, il y avait 7 heures de décalage horaire entre la France et le Canada. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, comme tu dis, tu arrives là-bas et les premiers jours, ça va. Mais rapidement, on est arrivé relativement tard, on est arrivé le dimanche. Rapidement, tu arrives au jour du cut. Et le jour du cut, tout le monde sait que c'est un jour qui est particulier parce que non seulement tu commences à moins bien dormir, parce qu'en fait, au début, ça va, en fait, tu te couches et puis ensuite tu te lèves tôt. Mais ensuite, la journée est longue. Puis le soir, tu as accumulé de la fatigue et donc tu te couches. Puis tu te lèves un peu plus tard, tu commences à te régler. Mais le jour du cut, c'est un jour où tu dois te coucher relativement tard de manière générale. Alors, pas trop tard non plus, mais assez tard, et tu te lèves assez tôt parce que tu commences le cut souvent à 6 heures du mat. Donc, quand tu commences à te régler, tu as une nuit qui est assez courte. Et puis, moi, si tu vois, avec le voyage, la clim et peut-être aussi, tu vois, toute cette fatigue quoi, accumulée de tout ça, des voyages, des camps d'entraînement, etc. Parce que souvent, la dernière semaine avant le camp d'entraînement, quand tu as plein de mecs que tu prépares, tu as beaucoup de travail que tu anticipes. Et puis ensuite, tu pars, tu as beaucoup de travail sur place. Et puis, enfin, tu as un peu moins de travail sur place, mais tu as du travail quand même. Et donc, tu accumules tout ça. Et en fait, je crois que c'est à partir du jeudi où j'ai commencé à me sentir pas très bien, en fait. Tu vois, un peu, tu vois, la gorge bien malade. Tu vois, j'avais pas d'énergie, j'avais envie de dormir tout le temps. Et on était beaucoup sortis les premiers jours parce qu'en plus, il faisait beau. On était très central dans Montréal, donc ça donnait envie de visiter et tout. Donc Vous étiez au Sheraton? On était au Sheraton, ouais. J'avais fait ça pour le TKO, c'est incroyable, super bien situé, effectivement. Ah oui, c'est super bien placé. Ouais. Donc, tu peux aller au Mont-Royal, tu peux aller du côté du Vieux-Port, tu peux aller de l'autre côté. Donc, il y a plein de visites qui sont super sympas à faire. Et en plus, en début de semaine, il faisait beau. Puis après, il a commencé à faire un peu plus humide et a commencé à pleuvoir. Donc, je pense que ça a aidé aussi. Ça, plus la clim, plus machin, plus bidule. Et donc, fatalement, je sais pas, le jeudi, tu sais, je chantais, j'avais plus d'énergie, je sentais que la voix, je parlais, tu comprenais pas. Et je me suis dit, ce que tu viens de dire, c'est le rôle du coin, au final, c'est d'être performant d'un point de vue cognitif sur un espace de 15 minutes. Mhm. Et je me suis dit, en fait, Nico, arrête de dépenser de l'énergie pour tout et pour rien. Récupère jeudi, récupère vendredi, sors le moins possible, dors le plus possible, prends du temps pour toi et fais en sorte d'être en forme samedi. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Jeudi, j'ai énormément dormi.
Vendredi, pareil, j'ai énormément dormi. Je squattais le lit à mort. Il y avait Chris Savoca qui était dans ma chambre. Il est rentré dans la chambre. Il dit putain, Nico, t'es encore au lit. J'ai squatté le lit à mort. Et, euh, et tu vois, en fait, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et du coup, samedi, bah, finalement, j'ai retrouvé la pêche. J'ai retrouvé ma voix. J'ai retrouvé la pêche. J'ai retrouvé de l'énergie. Et j'ai pu avoir une journée calme dans laquelle, au moment où il fallait être pertinent d'un point de vue cognitif, j'ai pu être pertinent d'un point de vue cognitif. Donc ça, c'était très cool. En plus, on s'est super bien entendu avec le coin. Donc c'était un coin qui était calme. Moi, j'aime les coins qui sont calmes. Ça me permet, moi, de ne pas avoir à surenchérir sur la voix. Parce que tu sais, quand tu as un coin qui est trop excité, tu vois, toi, Ouais, je vois très bien. tu peux pas te taire parce que sinon, il n'y a plus d'infos qui arrivent. Ouais. Et c'est compliqué parce qu'il y a de l'info qui arrive en permanence. Et puis quand tu parles, du coup, ça a moins de valeur. Enfin, c'est très compliqué de gérer ces trucs-là. Et heureusement pour moi, j'ai pas eu à gérer ce truc-là. Donc c'était cool. Donc ensuite, tu sors avec la victoire. Tu fais globalement après la victoire, tu sais comment ça se passe. Tu fais quasiment une nuit blanche. C'est-à-dire, on est sorti de l'UFC parce qu'il faut savoir que l'UFC te vire. Tu peux pas rester. Tout le monde était là. C'est On l'histoire voulait- à la Johnny Walker. T'as même Ah, pas le mais temps de remettre tes chaussures, t'es dehors. c'est incroyable, quoi. Tu sais, on était là à la conférence de presse en train de regarder les combats. Et puis ensuite, tu as la nana, elle vient te chercher. Et puis nous, on est là, on veut rester, quoi. On veut rester dans l'arène pour regarder le combat de Manon avec toute l'ambiance du stade, kiffer. Il y a Georges Saint-Pierre qui est là, il y a les autres combattants, tu vois, on a envie de kiffer au milieu. Et eux, ils t'obligent à partir. Et tu arrives à un stade où ils sont en train d'appeler la sécu. Enfin, ouais, en gros, elle te dit je vais appeler la sécu si vous voulez pas partir. C'est ouf. Et donc, tu te dis, comment on finit la soirée, quoi? Est-ce qu'on s'embrouille avec la sécu? Est-ce qu'on rentre tranquille à l'hôtel et on est obligé de regarder le truc sachant que tu n'as même pas accès à RMC, parce que RMC des US, tu Ah peux pas y ouais? avoir accédé, tu vois? Ouais. Y avoir accès. Donc, bref, on se retrouve à l'hôtel à regarder les derniers combats, le combat de Manon, le combat de Belal, etc. Et puis après, l'UFC finissait tard, donc je crois que l'UFC a fini à 1h30 du mat, quelque chose comme ça. Tu prends une douche, tu sors manger un bout, il est 3h du mat, tu rentres, il est 4h30, tu traînes un peu sur le portable, il est 5h30, 6h. Et donc forcément, tu fais quasiment une nuit blanche. Et le lendemain de cette nuit blanche, tu ne veux pas te lever trop tard, c'est ton dernier jour, tu pars, tu prends l'avion. De nouveau la clim. De nouveau la clim, de nouveau, moi, j'avais pas dormi dans l'avion parce que, je sais pas, il faisait méga chaud dans l'avion. Bref, c'était galère. Donc, tu arrives à Paris, tu es lundi midi, quoi. Tu arrives à Paris à peu près. Tu as et les 7 heures de décalage horaire et tu n'as pas dormi. Tu peux pas dormir parce qu'il faut attendre le soir pour se régler. Ouais. Donc, tu attends le soir et le lendemain, tu as ta vraie vie de Paris qui reprend, tu vois. Donc, tu te lèves à 7 heures et tu continues sur le truc, tu vois. Ouais. Et ça, dès le retour. Donc, si tu veux, il s'est passé ça. Ça, c'était le mardi. Ensuite, le mercredi, j'arrive à Arès pour faire le mardi soir, j'entraîne Baki. Lundi soir, je voulais entraîner tout le monde. Et puis, c'était super compliqué. Moi, je te dis, j'avais fait la nuit blanche. Les gars, ils étaient un peu éparpillés. Tu vois, genre, moi, je peux à 18h. Ah, mais moi, je peux pas avant 16h. Ouais. L'autre, 19h. L'autre, 20h. C'était compliqué. J'ai dit, les gars, faites de votre côté, on se voit demain. Mardi, j'ai entraîné Baki. Et mercredi, c'était le cut. Et ce qu'on a fait pour le cut, c'est super en termes de planning, mais forcément, c'est fatigant. Ce que j'ai fait, c'est que, en fait, donc j'avais 4 cuts à faire. J'ai dit à tout le monde, j'ai dit, ramenez, je veux en fait que quand tu es combattant, tu as le droit à une personne dans ta chambre, le coach en général. Ouais. Mais comme moi, j'étais coach pour 4 personnes, ce que je voulais, c'est que chacun ait quelqu'un avec lui. Ouais. Et que moi, je puisse aller d'endroit en endroit, mais qu'il n'y ait jamais personne qui soit. Il n'y a pas de trou. Ouais. Il n'y a pas de trou. Que ce soit pour les cuts ou que ce soit pour la semaine. Donc, en gros, que moi, je n'ai pas ma place dans une chambre, mais que je puisse aller de chambre en chambre. Ouais, tu es une personne de plus, en fait. Exactement. Tu seras en troisième, peu importe où tu vas. Ouais. Exactement. Et donc, ça m'a permis de dire, OK, Delphine, tu es une couche tôt. Donc, toi, on va commencer le cut à 19h. Ellie, on va commencer le cut en deuxième, on va le commencer à 21h. Baki, on va le commencer en troisième, on va le commencer à 22h. Wissem, on va le commencer en quatrième, on va le commencer à 23h. Et ensuite, la chance que j'ai eue, c'est que Maxime François est venu m'aider
Donc, Mhm. Maxime, il a passé la soirée avec moi. Donc, il a été de cut en cut toute la Ok. soirée avec moi. Mais on a commencé, si tu veux, à 19h avec Delphine. Et ensuite, on a fini à 2h30 avec Wissem. Et après, comme tu commences tôt avec Delphine, Tu bah, l'as en fait, levé tôt avec Delphine le elle lendemain, ouais. reprend le cut à 6h. Tu vois? Donc, toi, tu finis à 2h30, 6h, tu reprends avec elle. Ensuite, tu enchaînes tous ceux qui ont une deuxième partie de cut à faire le matin, tu vois. Donc, Mhm. tu avais Delphine, tu avais Ellie, ensuite, tu avais Wissem et Baki, il était déjà au poids. Donc, tu enchaînes tout. Ensuite, tu restes un peu pour la récup. Et ensuite, tu rentres chez toi. Et tu vois, tu rentres chez toi. Moi, je suis pas resté à la pesée, à la Cérémonial. cérémonie, Ouais. quoi. Ouais, cérémonielle. Je suis rentré à la maison. J'ai siesté un petit peu. Et puis après, tu repars pour. Tu vois, tu es jeudi. Ouais. Le lendemain, c'est vendredi. C'est Fight Week, quoi. C'est le soir du fight déjà. Donc, pour répondre à ta question de base, qui était comment tu fais, bah, tu fais comme tu peux. Ouais. C'est-à-dire que tu dors pas beaucoup et tu essayes quand même de dormir suffisamment pour de trouver des moments de sommeil, même s'ils sont pas au bon moment, même si c'est des siestes, même si pour être lucide au moment où tu dois être lucide. Ouais, c'est ça. En fait, tu mets une priorité sur l'essentiel par rapport au combattant et ta deuxième priorité, c'est ton sommeil. Ouais, Peu c'est ça. importe s'il est un peu désorganisé, 20 Il minutes est, sont il- toujours bonnes à prendre dans ce voilà, cas de figure. Ouais. de manière générale, il est très désorganisé sur ces semaines-là, mais de manière générale sur les Fight Week, là encore une fois, c'est un cas particulier C'est ça, ouais. parce que si tu veux, euh, normalement, si j'étais à l'UFC, j'ai ma chambre Ouais. et on passe la semaine ensemble. Et donc finalement, si je veux me reposer, j'ai beaucoup de temps de repos. On en Euh, avait parlé en off que, en fait, quand tu es coach, bah, ta Fight Week, elle est plutôt calme. Là, tu voilà, as eu deux cas spécifiques qui se sont suivis. c'est ça. Là, le fait que bah, finalement, je laisse ma place dans chaque chambre pour quelqu'un faisait que c'était à Retz, donc c'était à Levallois, si tu veux. Mhm. Bah, moi, je suis rentré chez moi parce qu'en plus, j'étais pas chez moi depuis X temps. Donc, je suis rentré chez moi, mais du coup, le fait de rentrer, bah, ça fait que tu as une occupation. Et donc, en termes de repos, par Mhm. rapport à si j'avais été sur place et c'est tout de suite, je descends, je remonte et puis je peux me poser dans la chambre, dormir 2 heures, puis repartir. En termes de repos, c'était beaucoup plus fatigant. Et donc, ouais, Effectivement. ouais, effectivement, bah, il y en a qui ont fait les remarques sur certaines interviews en disant ouais Nico, ça se voit qu'il est fatigué. Bah, le petit coup de froid plus l'organisation de tout ça, plus la fatigue, etc. Et plus pour être tout à fait honnête et transparent et surtout je veux pas me plaindre. Tu Mhm. vois, je décris ce qui se passe. En Ouais. aucun cas, je suis en train de dire c'est dur ou je me plains ou je suis très heureux de tout ce qui arrive. Je dis juste que euh, tout ça associé à une forme de sollicitation médiatique où tu dois, même si tu refuses beaucoup de choses, il y a un minimum de temps où tu dois jouer le jeu, de Ouais. répondre à des questions, médiatiquement parlant, et des questions aussi, on oublie, mais les millions de questions que tu reçois sur le portable, ou de la gestion des différentes choses, tu vois, qui part à quelle heure, comment on fait, comment on s'organise, comment tu préviens les gens qui sont sur place, les gens qui sont pas sur place, puisque c'est Mhm. aussi ton rôle en tant que coach, tu vois. Quand Benoît il est pesé, quand on va à la vraie pesée, on est en train d'attendre comme ça, et Benoît il me dit tiens, ce serait cool si tu envoyais un message à Laura pour lui prévenir que ça y est, je fais le poids. Ça s'est bien passé et tout. Et je lui dis bah, je l'ai déjà fait. Et je vois dans son regard, tu vois, je sais que ça le rassure de se dire ça y est, en fait, mon coach il y a pensé avant même que Ouais. moi j'ai à lui poser la question. Mon coach y a pensé et du coup, ma femme est rassurée. Et comme ma femme est rassurée, j'ai pas besoin d'avoir mon portable, je suis pas stressé, je sais que tout va bien, tu vois. Et Mhm. ces petits trucs-là que tu gères en permanence, en fait, les heures d'arrivée de l'un, de l'autre et comment le matériel et comment tu fais en sorte que, bah, tout ça, c'est une gestion, hein. C'est le rôle du head coach de gérer toutes ces Bien sûr. parties-là et de Ouais, faire en je sais sorte plus si on avait parlé en off ou en on lors de notre dernier podcast, mais on disait ouais, le rôle du coach, c'est vraiment de s'assurer qu'il y ait le moins d'énergie dépensée par l'athlète. Et quand on parle d'énergie, c'est pas uniquement physique, c'est aussi mental. C'est tu dois faire en sorte d'être son assistant. En fait, tu organises tout pour lui et tu fais en sorte que lui, il ait le moins de choses à penser, si ce n'est faire son cut, faire sa réhydrate et faire son combat. c'est ça. Et donc voilà. Donc non, c'est des semaines où on dort pas beaucoup.
Après, on est sur une activité qui est très fluctuante. Ouais. C'est-à-dire qu'on a, ouais, on a vraiment des pics où il faut être très efficace, qui demandent beaucoup d'énergie, qui procurent beaucoup d'émotions aussi, Ouais. que ce soit la soirée d'Arès, que ce soit la soirée avec Benoît. Et puis ensuite, on a un temps relativement long. Tu vois, la prochaine fois que je vais coacher, bah, ça va être dans longtemps, dans laquelle on fait tout un travail de préparation dans l'ombre avant de Ouais. revenir sur ces pics-là. Et donc, ouais, on a beaucoup de fluctuations finalement dans ce qu'on fait. Ouais. C'est comme ça que tu peux survivre aussi, parce que si tu as 52 semaines d'affilée comme celle que tu viens de vivre, c'est pas possible. Ouais, exactement. C'est comme ça que tu peux survivre aussi. Alors, on va maintenant revenir sur l'ARES. Donc déjà, je t'ai lu dire ça sur Twitter et je trouve ça sympa de le noter. Tu trouvais l'organisation exceptionnelle, ce qui est énorme à dire 6 jours après avoir vécu un UFC. Et donc, tu as dit, on a de la chance en France et je peux le confirmer parce qu'en Belgique, on n'a pas du tout ça. Donc, avoir ce genre de promotion en France, il faut, voilà, de temps en temps, il faut être reconnaissant. Maintenant, parlons des combats. Donc, tout d'abord, tu avais Baki en combat principal. Ouais. Il montre qu'il est largement au-dessus du niveau régional. Alors, reviens un peu sur sa préparation, sa prestation, et ce que tu penses idéal pour lui pour la suite. Écoute, c'est marrant, j'avais au téléphone là quelqu'un tout à l'heure, là il y a une demi-heure, quelqu'un qui est très fort dans les sports pieds-points, qui souhaitait travailler avec moi, enfin en tout cas qui souhaitait faire une conversion vers le MMA. Et je tease pas, tu vois. Non, mais voilà. Et voilà. Et je disais à cette personne, je disais, il faut jouer le jeu à 100% parce que sinon c'est pas possible. Même quand on est jeune, même quand on se dit que finalement on a le temps et on est jeune, etc. Et bah, le temps il passe très très vite et on passe rapidement de 20 ans à 25 et de 25 à 30 et on était jeune et soudainement on est plus jeune et on a perdu du temps à faire une transition tu vois, en demi-teinte qui nous apporte rien finalement. Et je donnais l'exemple de Baki et je disais quand Baki m'a contacté et qu'il m'a dit je veux venir avec toi, il m'a dit je veux venir avec toi. Je vais être là pendant les 6 prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? Tu vois, c'était pas, il a pas fait les choses à moitié. Il m'a dit, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je suis dispo tout le temps. Organise la semaine. Et je pense que il faut être tranchant dans la vie. C'est comme ça qu'il faut faire les choses. Je pense Ouais. que dès que tu fais à moitié, bah, tu as des résultats à moitié. Dès que tu fais à fond, tu as des résultats à fond. Et donc, Baki, pour revenir sur le camp d'entraînement, c'est comme ça qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a dit, je suis là pendant 6 semaines, prépare mon camp. Viens, on met en place le truc. Donc, super camp, super intéressant. Le Baki qu'on a vu le soir du combat, c'était un Baki qui était super dominant dans tous les compartiments du combat. Sur le plan défensif, en striking, c'était très intéressant. Sur le plan offensif, quand il a commencé à toucher, des combinaisons corps-tête très beaux, très propres, qui font très mal. Il a mis en place du grand endpoint, on en avait pas mal travaillé là-dessus. Je suis très content du travail qui a été fait. Ses projections, bah, on sait qu'il a un super timing sur les projections. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, dans tous les domaines, il a dominé contre un adversaire solide et il a pas pris de coups, il n'a pas pris de risques. Donc, ça, c'était très fort. Pour autant, on est à 50% du Baki que je vois à l'entraînement. Par rapport au potentiel ou même par rapport à son niveau actuel? Ce que je vois actuellement à l'entraînement, Okay. il y a vraiment encore une grosse différence, mais c'est normal. Parce que si on regarde les 2 dernières années, Baki il a combattu 2 fois quasiment en 2 ans. Et donc, par rapport au rythme d'un combattant de son âge et de son niveau, qui pour moi doit être de 3 combats par an, Ouais. quand il va faire ça et que tous les rouages vont s'additionner de la bonne façon, Baki va être exceptionnellement destructeur dans la cage. Maintenant, on reprochait à Baki un manque de finish. Là, c'est finish deuxième round par TKO face à un mec qui avait 10-1, qui n'avait jamais été fini. Dont la défaite était à la décision, effectivement. Dont la défaite était à la décision. Et qui était classé similairement sur Fight Matrix à Baki. Ouais. Tu vois, donc on ne peut pas dire qu'il y a une opposition qui n'était pas équilibrée. Non, il y avait genre 15-20 places d'écart, voilà, peut-être. Ce qui est minime quand on est hors top 100. Ouais. C'est minime, et on sait en plus que Fight Matrix, les places se décident beaucoup aux organisations dans lesquelles tu combats. Ouais. Quand tu combats dans des grosses organisations, tu prends plus de points, tu montes plus vite dans les classements. Et avec une double possibilité de finish, il a choisi de la jouer safe et il a été le finir au sol. Mais la façon dont il avait entamé debout, il aurait pu potentiellement aussi le terminer debout comme ça. Et je trouve que la domination, elle est impressionnante à ce niveau-là. Donc,
Baki très fort. La suite, ça va se passer d'un point de vue managérial. C'est pas moi qui vais prendre ces décisions. Je pense que le dilemme, on le connaît. C'est le dilemme de l'argent contre l'aspect Le challenge sportif, ouais. le challenge sportif. Si effectivement les sommes évoquées, que j'ai entendues, j'en ai pas discuté avec Baki, mais si effectivement les sommes évoquées au PFL sont telles qu'elles sont, peut-être qu'il va passer 1 an ou 2 au PFL, se sécuriser d'un point de vue financier, aller chercher des gros fights. Pas forcément sur le plan sportif. Tu vois, un fight contre Doumbé, c'est pas forcément sur le plan sportif que c'est intéressant. Mais en tout cas, c'est un fight qui est très attendu. Et puis ensuite, garder surtout une grosse activité. C'est ça l'avantage, je pense, s'il combat au PFL, c'est que potentiellement, il pourrait combattre 2-3 fois ou peut-être même plus dans l'année, ce qui serait très intéressant. Ou potentiellement, pourquoi pas, si l'UFC propose un beau contrat et qu'on peut signer pour l'UFC en septembre, pourquoi pas. Je pense que c'est aussi un chemin qui est intéressant. Mais encore une fois, voilà, la décision ne me revient pas. Bien sûr que je serai inclus dans le process de décision, pardon. Mais pour l'instant, moi, j'ai pas eu d'écho particulière sur cet aspect-là. Oh, je demandais pas pour avoir Ouais. un insight, mais c'était juste pour avoir ton avis, donc merci de l'avoir donné. Alors, en co-main event, juste avant Baki, tu avais Akmouche, combat très serré. J'ai lu sur Twitter que vous comptiez demander une revanche immédiate et pour la ceinture. Donc déjà, ça sous-entend un départ de Baki. Alors, moi, je vais dire directement, j'aime bien l'idée, parce qu'on a un combat serré qui était sur 3 rounds, ça passerait sur 5 rounds, avec un enjeu supplémentaire qu'est la ceinture, et forcément des ajustements à faire de part et d'autre sur un choc franco-français. Je pense que si Baki part, c'est un combat qui sportivement fait du sens pour la ceinture qui deviendrait vacante. Question par rapport à ça, combien de temps tu aimerais pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour que le résultat aille dans l'autre sens? Honnêtement, je pense que le soir du combat, le résultat aurait pu aller dans l'autre sens. Déjà, oui. Donc le temps est minime, surtout que on a vu quels ajustements sont nécessaires pour passer un cap dans ce combat. Il y a des ajustements qui ne sont pas compliqués à mettre en place, qui permettent de passer un cap. Maintenant, d'un point de vue réaliste, je pense que c'est un combat qui pourrait s'organiser en septembre, sur la reste de septembre. Ouais, c'est vrai qu'ils font toujours un reste la veille de Paris, c'est ça? De l'UFC Paris? J'ai entendu parler, moi, d'un reste en septembre. Mhm. Je ne sais pas quelle semaine exactement, je ne sais pas Ok. quand, mais j'ai entendu parler d'un reste en septembre. Si c'est le cas, et si ça se confirme, je pense que c'est un combat qui pourrait se faire à ce moment-là. C'est un combat qui intéresse beaucoup les Français. C'est un combat qui fait sens en termes de main event et de combat pour la ceinture. Et c'est un combat sur lequel, nous, même pour nous, c'est très intéressant pour faire ces ajustements qui serviront à court terme et à long terme. Bien sûr. Pour Wissem, plein de petits ajustements qui lui aussi lui permettraient de passer un cap. Parce que, bien évidemment, moi, je pense que la décision, elle aurait dû aller dans l'autre sens. Mais pour autant, l'œil d'entraîneur fait que je vois plein de choses qu'on peut travailler et qui maximiseraient la performance, qui changeraient réellement la performance et qui en ferait une performance ultra dominante qui ne laisserait planer d'aucune façon l'ombre d'un doute. Alors que là, il y a quand même une part de doute qui a subsisté dans ce combat. Ouais, en fait, maintenant que tu le dis, je trouve ça plus intéressant parce que pour avoir un bon indicateur de performance sur une progression, c'est plus facile de l'évaluer quand tu affrontes 2 fois la même personne que quand tu affrontes 2 profils complètement différents. Donc, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que ça peut être une manière pour un coach et pour un combattant de se dire, là, j'ai une vraie preuve que sur les 5 derniers mois, j'ai absolument, déjà, j'ai fait une bonne introspection, une bonne analyse et j'ai réellement progressé parce que la différence entre le premier combat et le deuxième combat, elle est complètement visible. Surtout qu'ici, on est face à un Jordan Zebo qui est quelqu'un de jeune, qui progresse également. On ne peut pas avoir cette notion de « ouais, mais sur les 5 mois, c'est l'autre qui a eu un déclin ». Donc, je trouve ça très intéressant. Alors, finalement, par rapport à l'ARES, on doit absolument revenir sur la prestation de Delphine. Franchement, super beau KO, j'ai absolument adoré. Elle a cette capacité de construire son jeu tout en gagnant les minutes, ce que je trouve une approche très intéressante. Je trouve qu'elle a bien pris en maturité dans la cage. Ça, c'est l'effet que tu revendiques beaucoup et dont tu as déjà parlé 2-3 fois dans ce podcast. Être actif, surtout à un jeune âge. Sa seule défaite sera potentiellement overturned, si je comprends bien. Si c'est le cas, ça peut beaucoup changer pour la suite pour Delphine. Ça pourrait directement lui ouvrir les portes de l'UFC. Je pense que quand on avait parlé de Delphine avant sa défaite, tu disais que potentiellement une victoire l'amenait vers l'UFC. Donc, si ça lui ouvre les portes vers l'UFC ou ne fût-ce que le Contender Series, est-ce que tu la sens prête? Et tant qu'on est sur le sujet,
Qu'est-ce que toi tu penses de manière générale du Contender Series pour tes combattants? Alors, pour revenir sur le combat déjà en quelques secondes, ouais, j'étais très content de cette prise de maturité. C'est-à-dire que c'est ce que je lui ai dit en fin de combat. Je lui ai dit, tu as gagné le combat comme une professionnelle. C'est-à-dire que tu as compris que dans un premier temps, on allait enlever les armes de notre adversaire. On allait s'imposer progressivement avec quelques armes. Et puis, au fur et à mesure du combat, on allait de plus en plus s'imposer pour finir par un superbe finish et réellement une masterclass. Donc, c'est vraiment ce qu'elle a réussi à faire et j'étais très fier d'elle parce qu'elle a réussi à faire ça dans un moment sur lequel il y avait une pression qui était énorme. C'est-à-dire que tu sors d'une défaite, même si cette Ouais. défaite, on sait à quoi elle est due. On sait que son adversaire a été contrôlé positive. On sait que cette défaite va être transformée en victoire et on reviendra dessus juste après. Mais malgré tout, c'est un échec que tu as vécu et cet échec, il est dur à vivre. Il y a beaucoup de remises en question. Il y a un camp d'entraînement qui n'était pas forcément facile parce que forcément, pendant le camp d'entraînement, on a manqué de filles, donc on avait beaucoup de garçons qui tournaient avec elle. Quand on avait des filles, c'était des filles qui étaient très fortes. Donc la domination de Delphine sur ces filles-là, elle n'était pas forcément claire. Et donc, quand tu fais des camps d'entraînement comme ça, tu n'effaces pas forcément le doute pendant le camp d'entraînement. Et en plus, quand on revient au combat, on revient dans une salle qui est pleine, la plus grosse salle qu'elle ait jamais faite, Ouais. avec un public qui l'attend. Et je trouve qu'elle a vraiment eu l'étoffe d'une championne, c'est-à-dire qu'elle a assumé ce truc-là, elle s'est contrôlée pendant le combat et elle a réussi à faire un fight qui était quasiment parfait. Et donc, voilà, je suis très très fier de sa prestation et de sa maturité dans ce combat. Ouais, franchement, on a vu le mot que j'ai envie d'utiliser aussi, c'est lucidité. Je pense que c'est une des différences que je faisais beaucoup à l'époque quand j'étais coach. C'est quand tu passes de amateur à pro, tu dois me prouver dans ton dernier combat amateur que tu fais preuve d'une vraie lucidité. Tu sais ce que tu veux faire avant le combat et tu es capable de le mettre en place pendant le combat. Et quand tu me montres ça, pour moi, enfin, s'il y a les compétences qui suivent, c'est le moment où tu peux passer pro. Mais en pro, ce facteur doit encore évoluer. Et je pense que là, on a vraiment vu entre le dernier combat de Delphine et celui-ci qu'il y a eu ce genre de déclic, on va dire. Ouais, c'était très fort. Et voilà, même sur l'aspect, tu sais, où, comme tu dis, la dernière semaine qui précédait le combat, j'étais pas là, alors que d'habitude j'étais là. Si on regarde les combats au COF, c'est des combats sur lesquels je la coachais elle uniquement, alors que là, Ouais. j'étais réparti entre 4 personnes. Donc, si tu veux, il y a plein de facteurs qui étaient un peu handicapants pour elle, et elle a su faire fi de ces facteurs et performer malgré tout. Donc ça, c'était magnifique. Ensuite, pour répondre à ta question, effectivement, le rouge sur le palmarès, pour l'instant, tant qu'il n'est pas overturn, tant qu'il n'est pas changé, il nous fait beaucoup de mal pour aller au Dana White Contender ou à l'UFC. Et donc, forcément, c'est un petit peu un handicap pour l'instant. Même si je pense que sur un short notice, on peut nous appeler en remplaçant, que ce soit au Dana White Contender ou à l'UFC. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Je pense qu'on est prêt pour ça. Ça dépend toujours du type d'adversaire qu'on va rencontrer. Mais je pense qu'on est prêt. Je pense que la grosse différence à l'UFC avec, pour l'instant, les adversaires qu'on a rencontrés, c'est un striking pour certaines. Je ne parle pas de tous les adversaires, hein, mais parfois un striking qui est très posé. C'est-à-dire que de la même manière qu'elle a mis un striking très précis, très posé, très intelligent dans ce combat, l'UFC, c'est une capacité nécessaire de striker comme ça et de striker comme ça contre des gens qui strikent bien, ce qui est d'autant plus difficile. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, le haut niveau UFC, il y a un niveau de sol qui est très élevé. Soit un niveau de sol très élevé dans la capacité à se relever, soit un niveau de sol qui est très élevé dans la capacité à soumettre et garder au sol. Et ça, je pense qu'on a encore du travail à faire. Et donc, ça fait partie du travail que je veux faire. Mais oui, Delphine, avec la bonne stratégie et la bonne préparation, elle a l'étoffe pour aller au Dana White Contender, pour s'imposer au Dana White Contender et pour progresser. Si ça ne se fait pas là, sur cette période, hein, on sait que Dana White Contender, ils vont être là d'août à septembre. Ouais. Et on va tout simplement continuer à combattre à Arès, prendre des combats à Arès, viser Arès de septembre de la même façon. Et ensuite, combattre, faire 1, 2, 3 combats à Arès, prendre de l'expérience là-dessus, continuer à travailler de notre côté, et puis viser l'UFC et les Dana White Contender pour l'année prochaine. Maintenant, le système des Dana White Contender, pour revenir dessus, c'est un système qui est devenu quasi obligatoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dernière personne qui est rentrée à l'UFC, le dernier Français qui est rentré à l'UFC, c'est Oumar Sy.
Ouais. Oumar Sy, il est rentré à l'UFC en octobre 2023. Ouais. Donc, dans quelques mois, ça fera 2 ans qu'il n'y a pas un Français qui est rentré à l'UFC. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Il faut s'en rendre compte. Il faut se rendre compte que ce mythe qu'on a créé là du Français qui va rentrer à l'UFC, où on balance une tonne de noms qui vont rentrer à l'UFC, bah, la réalité des choses, c'est que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas un Français qui est rentré. Bientôt 2 ans qu'il n'y a pas un Français qui est rentré Ouais, en fait, directement à l'UFC. c'était pour UFC Paris 1 et UFC Paris 2. Ça C'est a ça. ouvert beaucoup de portes à des signatures. Mais maintenant, il y a 12, c'est ça, 12 Français à l'UFC? Français à Parce que c'était l'UFC. 13 et Kevin n'y est plus, donc on est sur 12. L'UFC ne sent plus ce besoin de signer autant de nouveaux Français, puisque quand ils reviennent à Paris, ils ont le choix parmi 12. Exactement. Et là, ce qu'on a eu, c'est des opportunités par les Dana White Contenders. On a eu Dylan Salvador qui a affronté un Belge Ouais, pour rentrer à l'UFC. On a eu Mathieu Leto Mathieu. Ouais. qui a tenté. Et maintenant, on a Ilian Boifia qui va combattre cet été. Et il y a eu Masraf aussi. Oui, exactement. On a eu Islam et maintenant on a Ilian. Et donc, ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont proches de signer, maintenant, ils passent par les Dana White Contenders. Et ça devient presque un chemin obligatoire pour entrer à l'UFC. Moi, j'avais regardé un petit peu les stats. L'UFC, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils se préservent de signatures en début d'année et ils font la majorité des signatures au moment des Dana White Contenders. Et donc, c'est le chemin qui est devenu quasi obligatoire pour entrer à l'UFC, Ouais. mis à part quelques cas particuliers, c'est-à-dire souvent Short des notice. palmarès, des short notice ou des gros palmarès, tu vois, un profil comme Saladin Parnasse. Indéniable, ouais, c'est ça. Il faut se rendre indéniable pour rentrer par la grande porte aujourd'hui. Exactement, une grosse popularité, un gros palmarès, tu vois, on peut penser que quelqu'un comme Baïsangour pourrait signer à l'UFC sans passer par les Dana White Contenders, mais c'est des profils qui sont très particuliers. Ouais. Après, il y a peut-être aussi les petites catégories, quoi. Quand j'entends petite, c'est pas légère, c'est celle où il n'y a pas grand monde. Je crois Oui. qu'un poids lourd aura peut-être plus de chances de rentrer à l'UFC sans passer par le Dana White Contender Series et par conséquent certaines catégories féminines aussi. C'est ça. Donc, il y a des possibilités, mais les chiffres, ce qui nous indiquent aujourd'hui, c'est que globalement, il faut passer par cette épreuve-là. Et là où avant, on avait des stratégies qui étaient un peu de... On essayait en tant que coach, en tant que manager, d'éviter le Dana White Contender Series, parce que c'est très dur, hein. On prend ouais. l'équivalent en prospect de nous, mais dans un autre pays, et on nous fait affronter. Et parfois, souvent même, ces match-ups qui peuvent être plus durs que le premier match qu'on va avoir à l'intérieur de l'UFC. De fait, De ouais. fait. Et donc, on essayait de l'éviter un peu. Aujourd'hui, je pense que c'est quasiment inévitable Ouais. de passer par ces trucs-là. Et on verra ce qui se passera sur l'UFC Paris. On verra combien il y a de signatures. Est-ce qu'il y a des prospects comme Abou Younoussov, Abou Bakar qui sont signés? Est-ce qu'il y a des prospects comme Baki qui sont signés? Ou est-ce que, bah non, le chemin se rapproche plutôt d'un chemin obligatoire de passage par les Dana White Contenders? Ouais, en plus, je vois que le Dana White Contender Series est en train de faire réaliser son matchmaking. Là, on commence à avoir des cartes qui se profilent. Donc, le timing n'est pas spécialement mauvais si on veut espérer une signature d'un Français par le Dana White Contender Series. Il vient d'y avoir l'arrêt. L'UFC a probablement regardé les résultats. Donc, il y a peut-être des contacts qui vont se faire. Passons à Nassourdine Imavov. Il est officiellement le backup pour Dricus et Khamzat. Donc ça signifie que vous faites une préparation sur deux profils bien distincts avec des game plans bien différents. J'imagine comment est-ce que c'est une gestion complètement différente. Quand tu as une date et un adversaire, tu as un focus ultra précis. Ici, c'est un tout petit peu dispersé. Comment est-ce que vous gérez le fait de devoir préparer deux profils différents? Alors, la première chose que je tiens à dire, c'est que pour l'instant, rien n'est officiel dans le sens où rien n'a été signé. Ah, ok, autant pour moi. Non, mais c'est parce que je vois ça partout, donc tu peux pas savoir. Mais en tout cas, rien n'a été signé. Maintenant, il y a des discussions qui sont en cours. Ok. C'est quelque chose qui peut arriver. Et je vais répondre à ta question, mais rien n'est officiel pour l'instant. Ça, c'est important de le préciser. De clarifier, merci. Et de le clarifier. Maintenant, bien évidemment, c'est quelque chose de très difficile. Parce que tu prépares le pinacle du sport, tu prépares les meilleurs combattants du sport, et tu dois préparer deux des meilleurs combattants en même temps. Donc, l'idée, c'est de trouver déjà les similarités dans les façons de les battre. C'est-à-dire que faut regarder en profondeur DDP, il faut regarder en profondeur Khamzat Chimaev, et il faut regarder de quelle façon Nassourdine Imavov, avec ses armes, il peut battre les deux, et quels sont tous les points communs dans la façon dont il va boxer, et dont il va lutter, et dont il va défendre le sol,
pour pouvoir les battre. Et donc, il y a tout un game plan à faire sur ça. Et une fois qu'on a fait le point commun, il faut établir aussi toutes les différences, toutes les façons différentes dont il va falloir défendre ou attaquer. Et donc ça, il faut établir tout ça, donc tous les points communs, toutes les différences. Et ensuite, il faut définir, et je rebondis sur peut-être la question que tu allais poser après, sur quel Les est probabilités. les probabilités. Ouais. Et c'est plus que les probabilités, parce qu'il y a la probabilité d'affronter l'un ou l'autre, mais aussi le danger que représente l'un ou l'autre. Ouais. Et donc, il faut faire une sorte de... C'est le rôle du head coach, c'est de faire une sorte de méta-synthèse de tous les éléments et de dire, de jauger avec l'œil, c'est l'art du coaching. C'est pas, tu vois, c'est pas la data, c'est pas le côté scientifique, c'est le côté artiste du coaching. C'est le côté où tu dois dire... T'as reçu la newsletter. Attends, c'est de qui? Est-ce que j'ai reçu ce mail là il n'y a pas longtemps? Ah oui? Attends. Une De des Dan? newsletters que tu m'as conseillé. Ouais, C'est ouais, de Altis. Dan Atlis. Ah ouais, c'est ça, Altis, ça vient de là. Ouais, Ouais, ouais. j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup, moi, cette notion d'art du coaching et de Ouais. science du coaching. Et effectivement, là, on est dans l'art du coaching, c'est-à-dire quel pourcentage de mon temps je vais attribuer à des sparring qui vont être similaires à Ramzat, quel pourcentage de mon temps je vais attribuer à des sparring qui vont être similaires à DDP, et même quel pourcentage de mon temps je vais attribuer à des sparring qui sont similaires à aucun des deux, Ouais. enfin, ou qui sont plutôt génériques et qui sont pour faire progresser tel ou tel. Dans les deux cas, c'est quel Ça. pot tu prends sur les points communs Ouais. de la préparation, quel pot tu prends sur ce qui est spécifique à l'un et quel pot tu prends ou pourcentage tu prends pour ce qui est spécifique à l'autre. Exactement. Et j'ai presque envie, j'ai presque envie qu'on les affronte, mais dans des conditions qui ne sont pas celles du backup. Tu vois? Tu vois, on est dans ce chemin où, bah, à la fois, si on te propose le combat, il faut être préparé et il faut avoir tout fait pour être prêt. Mais à la fois, en parallèle, je préfère préparer un mec que de préparer deux mecs qui n'ont pas des styles qui ont des styles qui sont relativement opposés malgré tout. Ouais, c'est ça. Enfin, Annuler les forces de Ramzat, c'est pas du tout la même approche que annuler les forces de Dricus. J'entends qu'il y a des points communs, mais il y aura, enfin, le pot de différence sera peut-être un peu plus conséquent. C'est ça. Donc, mais voilà, comme je dis souvent, ça fait partie des choses qu'on accepte. C'est-à-dire que l'incertitude dans les sports de combat, c'est le quotidien Ouais. de l'entraîneur, c'est le quotidien du combattant. Et tu sais, souvent sur les réseaux, on a l'impression, quand on lit les commentaires, que tout est facile, que tout est simple, que tout est programmé, que tout doit. Mais la réalité, c'est qu'on jongle en permanence avec une jungle d'incertitudes. Mhm. Et nous, on essaie juste de contrôler cette incertitude pour qu'elle soit le moins grande possible. Mais Ouais, c'est ça. Tu mets un gros focus sur ce que tu contrôles, et puis effectivement, il y a énormément de choses que tu contrôles pas, et tu essaies d'avoir le plus gros impact sur l'incontrôlé. c'est ça. Mhm. Donc, difficile, mais intéressant et fascinant. Ouais, et puis il y a une petite, enfin, un détail dont on parle moins peut-être, c'est que ce soit pour Dricus ou pour Ramzat, eux aussi, s'il y a un remplaçant, c'est en short notice qu'ils doivent se préparer à Imavov. Donc c'est une notion qui est aussi intéressante à intégrer dans l'équation. À mort. Exactement. On va faire une toute dernière question, donc elle n'a rien à voir maintenant, sauf si tu as quelque chose à ajouter sur Ça va. le trio. Ok, donc voilà, on avait décidé de faire nos podcasts en 3 parties. Ici, on a décidé d'enlever la dernière partie, on la gardera pour une autre fois. Donc ça, c'est le sujet à part. Et donc la deuxième partie, en général, c'est de revenir sur un combat et de te poser la question, toi, en tant que head coach, quelles sont les leçons que tu tires de ce combat en question. Donc là, on a sélectionné Jack Della Maddalena contre Belal Mohamed, un combat évidemment vraiment grandiose. Qu'est-ce que tu as tiré comme leçon en regardant / revoyant de cette opposition? Fascinant. C'est fascinant l'avènement des strikers au pied plat et au mouvement de buste. C'est-à-dire que pendant longtemps, le modèle du striking qui permettait d'éviter la lutte, c'était le modèle in and out, le modèle Ouais. Conor Cyril McGregor, Gane, ouais. Cyril Gane, Taylor Lapillus, Nassourdine Imavov, etc., etc. Et aujourd'hui, on a un modèle de striker qui est pied plat,
donc qui frappe beaucoup plus fort, Ilio Topuria, Jack Della. Je me trompe pas dans la façon de dire. Ilia Topuria et Jack Della Maddalena, ouais. Ilia Topuria. T'inquiète, de toute façon, sur la chaîne, avec John, les gens sont habitués aux écorchages de noms. Et moi aussi, à certains moments. Donc, no stress. Ouais. Bon, on est bon. Donc, pied plat, ce qui autorise les mouvements de buste, ce qui autorise une puissance de frappe qui est supérieure. On a quelqu'un qui, comme je bouge le torse, le buste, bah, finalement, je défends très peu avec les mains. Et du coup, dans sa défense, on a une automatique. Globalement, sa défense, c'est de baisser les mains, prendre ce qu'on appelle automatique. Underhook, passer les deux mains en dessous. Ce qui est une défense qui est très peu possible si je bouge beaucoup et si je joue sur ce mouvement de pied. Avoir les mains basses, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est possible, mais c'est un peu plus compliqué. Alors que là, je bouge le buste pour les défenses et du coup, je peux baisser les mains. Et du coup, je peux vite défendre comme ça. Et c'est dur de m'amener au sol parce que mes mains, elles sont quasiment tout le temps en bas pour défendre. Donc, très, très, très intéressant. Ensuite, on a quelqu'un qui frappe fort. On a quelqu'un qui contre énormément. C'est-à-dire qu'il met une frappe, Bella l'envoie, boum, il sort, boum, il remet une frappe. Et on avait presque un jeu typique du kickboxing. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Bella il mettait un coup, Della, il faisait en sorte de remettre un coup juste après, comme si je marque mes points. On avait ce système pendant longtemps où on disait il ne faut pas mettre de kick contre un lutteur. Et là, maintenant, on a low kick intérieur, middle kick, high kick, middle moins parce que c'est quand même le coup qui peut le plus facilement se faire saisir. Mais on a une variété de kicks qui est assez importante. Il a remplacé ça par pas mal de front kicks. Et d'ailleurs, la manière dont il envoie les front kicks me faisait penser à ceux de McGregor. Il y a une petite similitude. Ouais, c'est ça. Je monte le genou, je déplie et je remets. Moi, j'adore ces trucs-là. Donc, des front kicks, des high kicks, des low kicks intérieurs. Donc, les armes qu'on sait qu'on peut utiliser avec les jambes. Une boxe plutôt en ligne, mais sur des mi-distances qui autorisent les crochets. Donc, on boxe en ligne à distance, à longue distance, pas de crochet à longue distance. Mais par contre, quand ça se rapproche à courte distance, j'autorise le crochet parce qu'on est en courte distance et du coup, il y a moins de risque de changement de niveau parce qu'on est déjà à courte distance. Donc, des choix de coups qui sont très intéressants. Et ensuite, quand on se fait amener au sol, deux outils qui sont super intéressants. Premièrement, le Peterson Roll. Donc, à partir de la tortue, à partir de la quadrupédie, je roule d'un côté ou de l'autre avec une super sensation et ce qui fait que c'est très compliqué de me garder. Quand je suis contre la cage, je bataille les mains. Donc, toujours cette bataille de mains. Je bataille les mains vers le bas. Parfois, je bataille, je rentre le bras. Parfois, je bataille, je rentre le bras sous la deuxième aisselle. Moi, c'est beaucoup de techniques que j'utilise. Donc, super sympa. Et ensuite, très intéressant, c'est un des seuls à le faire. Il bataille les mains vers le bas et fait une sorte d'araigoshi au niveau de la hanche. Donc, une sorte de technique de judo avec un barrage qui déséquilibre l'attaquant et qui fait qu'il est obligé d'ouvrir les mains. Donc, je bataille les mains vers le bas, araigoshi, le mec il ouvre les mains, quand il ouvre les mains, boum, je sors. Donc, et je refais face. Ouais. Magnifique. Peterson roll en bas et ensuite le knee lever, ce qu'on appelle le John Wayne le giggler sweep ou John Wayne. Ouais. Exactement, qui était énormément utilisé par Mansour Barnaoui. Ouais. C'est avec ça qu'il a gêné tous les lutteurs dagestanais. Donc, on parle d'un sweep à partir de la demi-garde. Je suis en demi-garde. Quand j'ai un mec qui met de la pression type lutteur, pression de l'épaule, genou au sol, et lui, il est bien installé, ce que je fais, c'est que j'utilise ma hanche et mes genoux pour créer de la hauteur et sweeper. Soit le sweep, il passe et le mec, il se retrouve en dessous, soit le sweep, il passe pas et il a lâché sa demi-garde, il a lâché la pression. Ouais, il arrive à replacer son genou entre les jambes et à pousser, enfin, utiliser vraiment un deuxième knee lever, en fait, c'est en deux temps. Exactement. Et je peux remonter en wrestle-up. Et donc, tout ce système-là qui est mis en place, c'est super intéressant de l'observer notamment à haut niveau et de voir comment, avec finalement des techniques qui ne sont pas super compliquées, mais qui sont bien maîtrisées, on peut gêner les lutteurs et s'imposer en striking avec ce que j'appelle du MMA moderne, parce que de l'autre côté, c'était moderne aussi. Le seul truc sur lequel je finirais, c'est qu'on a vu, de manière générale, il y a une forme de tendance aux combattants qui sont habitués à faire des 5 rounds à démarrer de manière un petit peu nonchalante. C'est-à-dire à dire, c'est pas grave de perdre un round ou deux et je vais rattraper plus tard dans le combat. Et souvent, je trouve que ça fait défaut à celui qui a la ceinture et ça profite à celui qui vient chercher la ceinture.
Parce que celui qui vient chercher la ceinture, il va pas s'économiser. Tu sais, c'est un peu le combat Grasso contre Valentina, où le moment où ça fait match nul, bah, il y a match nul parce que finalement, Valentina elle a accéléré un petit peu tard dans le Ouais. combat. Et je trouve que Belal, finalement, il a un peu joué ce jeu-là, de se dire je vais commencer tranquille, puis je vais accélérer tard. Et en fait, quand tu accélères, c'est déjà trop tard. Ouais. Et finalement, tu aurais pu faire un combat plus dur physiquement, où tu allais plus chercher, mais où peut-être tu aurais pu plus t'imposer. On ne sait pas à quel point il aurait pu plus, mais en tout cas, il n'a pas suffisamment tenté. Il ne faut pas oublier que quand ton point fort, c'est la lutte, bah, quand bien même tu as progressé en boxe et tu as atteint désormais le niveau de Canelo en boxe, il faut Rester sur ta force. rester sur ta force qui Ouais. t'a permis de t'imposer face aux autres combattants. Ouais. Je vais juste revenir sur deux réflexions Ouais. avant de finir parce que j'aimerais ton avis là-dessus. Donc j'ai écouté le retour de Jack Slack sur ce combat et je trouve ça très intéressant la manière dont toi tu l'amènes, qui fait du parallèle avec la manière dont Jack Slack l'explique. Donc Jack Slack par rapport au sol de Jack Della Maddalena, il explique que Jack fait partie des rares combattants qui sont prêts à se mettre dans une moins bonne position pour pouvoir créer du mouvement, un scramble, pour en profiter et remonter derrière. Donc il y a un genre de prise de risque, mais qui est mesurée parce que tu as un objectif à long terme. Est-ce que tu es d'accord avec cette vision? Quand Ouais. on parle des Et scrambles, des Peterson moins rolls, bonne- etc. moins bonne position, c'est quoi? Bah, Genre la tortue? tu es en demi, tu autorises la tortue parce que tu sais qu'à partir de la tortue, tu vas faire ton roll, par exemple. Bien sûr. Si ça a été fait énormément à l'entraînement et qu'on sait que systématiquement en tortue, c'est toi qui arrives à en sortir à l'entraînement parce que tu as travaillé plus la tortue que les gens, bah, bien évidemment, oui. Et alors, le deuxième élément, c'est plus par rapport au pied-point. Donc, toi, tu parlais des appuis des pieds plats. Jack Slack, il disait que, et je suis d'accord avec ça, c'est en MMA, depuis tout le temps, et c'est pour ça que souvent, quand des boxeurs ou des kickboxeurs de très haut niveau regardent le MMA, ils trouvent que le niveau de pied-point est relativement bas. C'est parce qu'en MMA, c'est beaucoup de j'engage de loin, donc je surengage très souvent, ou bien je désengage défensivement. Et Jack, comme Ilia Topuria, font partie de ces combattants, de ces rares combattants qui sont capables de pas trop reculer et rester dans la poche et accepter d'avoir des échanges. Et je pense que pas mal de très bons analystes disent que en MMA, on a peut-être peur parce que c'est des petits gants et ce genre de choses et on a l'impression d'être plus ouvert. Mais en fait, quand tu restes dans la poche, c'est pas la garde haute que tu vas utiliser, c'est plus le positionnement de tête, comme tu as parlé, passer en dessous, les esquives ou chasser. Et donc au final, avoir des petits gants ou des gros gants, ça change pas grand-chose à ça. Et donc je trouvais ça intéressant que tu dises que voilà, Jack a pas peur de rester très très proche de son adversaire, même si c'est un lutteur. Ouais. Ouais, exactement. Après, faut voir ce que ce type de stratégie va donner contre, tu vois, si demain on met Jacques contre Shafkat, est-ce qu'il va boxer dans la poche comme ça, tu vois, contre un striker qui frappe fort? C'est vrai. Et ça va être intéressant de voir ça. Là, aujourd'hui, la catégorie des 77, elle est folle. C'est-à-dire que les fights entre Yann Gary, que j'adore, que je trouve phénoménal, Shafkat, Carlos Prates, Sean Brady, qu'on peut Sean souligner Brady, aussi. Ouais. exceptionnel, la montée de Makachev. Il y a vraiment un top 10 qui est super impressionnant et qui donne envie d'observer ce qui va se passer. Ah, tout à fait. Nico, un tout grand merci pour ton long temps. Là, on a dépassé 1 heure, donc un grand merci. Heureusement qu'on fait ça cette semaine et pas la précédente, comme ça t'étais déjà reposé. On s'entend très bientôt. Belle fin de journée. Merci à tous d'avoir suivi jusque-là. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous sommes actuellement en train de réfléchir au futur projet Fight Minds. Ces projets nous motivent car ils permettront de se rencontrer en voyageant ensemble pour voir des UFC ou au travers de séminaires MMA. Pour cela, nous aimerions mieux connaître notre communauté. Nous t'invitons donc à répondre à un rapide questionnaire que tu trouveras en description de la vidéo. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire: rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA
OCO_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. OCO produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre OCO traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde OCO a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.